Bonjour à tous, donc on va continuer le cours sur les espaces vectoriels et notamment sur les sous-espaces vectoriels et combinaisons linéaires. Donc on avait déjà introduit la notion d'espace vectoriel. C'est un ensemble grand E non vide muni de deux opérations, une addition qu'on note plus et une multiplication externe qu'on note point, qui doivent vérifier un certain nombre de propriétés. Et dans ce paragraphe sur les sous-espaces vectoriels, on va définir ce qu'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel grand E. Sous-espace vectoriel, comme son nom l'indique, ça va être un sous-ensemble de grand E qui vérifie un certain nombre de propriétés. Par exemple, on a déjà vu qu'on peut prendre pour K espace vectoriel l'ensemble des matrices, ici par exemple l'ensemble des matrices carrées. On a vu que c'est un K espace vectoriel muni de l'addition pour les matrices et de la multiplication externe. Et si je pose, donc pour l'instant c'est mon brouillon, on va dire un exemple, F, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures à coefficient dans K. Donc ça, c'est un sous-ensemble de grand E. Il est non vide et on a vu la propriété comme quoi F était stable par addition, c'est-à-dire lorsque j'ajoute deux matrices triangulaires supérieures. Donc je rappelle que c'est des matrices avec des zéros sous la diagonale. Si j'ajoute deux matrices de ce type-là, ça donne encore une matrice triangulaire supérieure. F est stable par addition. Et si je multiplie une matrice de ce type-là par un coefficient lambda, ça reste une matrice triangulaire supérieure. F est stable par multiplication externe. Et on a dit F est non vide, c'est ce qu'on va appeler un sous-espace vectoriel de Mn de K. Et donc, on va poser ici la définition générale. Donc, définition, soit grand E muni donc d'une addition, d'une multiplication externe, un K espace vectoriel, soit grand F, un sous-ensemble de grand E. On dit que grand F est un sous-espace vectoriel de grand E que l'on va abréger en SEV. Donc SEV dans la suite. Si première propriété, donc F est non vide. Deuxième propriété, F est stable pour l'addition plus du K espace vectoriel grand E, c'est-à-dire si je prends deux éléments X et Y qui sont dans F, alors l'élément X plus Y reste encore dans F. Et troisième propriété, F est stable par produit externe. Deux points. Pour tout scalaire lambda et pour tout élément x de f, lambda fois x reste dans l'ensemble grand F. Donc
Donc ça c'est un sous-espace vectoriel, un sous-espace de E, un sous-ensemble de E qui vérifie ça, c'est ce qu'on appelle un sous-espace vectoriel. Alors remarque, étant donné que f est non vide, je peux prendre x, un élément quelconque de f, si f est un sous-espace vectoriel. Je peux prendre ici, ça doit être quel que soit le scalaire lambda, je peux prendre 0 par exemple. Si j'ai x, un élément de f, 0 fois x, par cette propriété-là, doit appartenir à f. Et 0 fois x, on a vu par une propriété précédente que ça, en fait, c'était forcément l'élément neutre du K-espace vectoriel grand E. Donc, le fait que f soit un sous-espace vectoriel de E, ça implique forcément que 0 appartient à f. Et en pratique, en fait, ça c'est la définition de sous-espace vectoriel, mais en pratique, ce qu'on va prouver, au lieu de prouver que f est non vide, en fait, vu que si jamais il est non vide, il faut forcément que l'élément neutre y appartienne, en fait, en pratique, on va remplacer la première condition là par le fait que l'élément neutre de E appartient à f. Et inversement, si l'élément neutre de E appartient à f, bah forcément f est non vide. Donc, si f est un sous-espace vectoriel de E, alors forcément l'élément neutre de E appartient à f. Autre remarque, est-ce qu'on peut avoir des sous-espaces vectoriels qui soient naturels, on va dire, si j'ai un K-espace vectoriel grand E, grand E tout entier vérifie forcément ces propriétés-là. Donc grand E est toujours un sous-espace vectoriel de grand E. Et c'est ce qu'on appelle l'un des sous-espaces vectoriels triviaux de grand E. Il y en a un autre, c'est le sous-espace vectoriel qui contient uniquement l'élément neutre. Donc l'ensemble qui contient que l'élément neutre, il est non vide. Il est stable par addition. Si j'additionne l'élément neutre avec l'élément neutre, ça donne encore l'élément neutre. Et il est stable par produit externe, parce que si je multiplie l'élément neutre par n'importe quel scalaire, ça reste l'élément neutre. Du coup, les ensembles zéro et E sont ce qu'on appelle sont les sous-espaces vectoriels dits triviaux de grand E. Proposition caractérisation des sous-espaces vectoriels. Alors en fait, en pratique, au lieu de prouver les trois propriétés que j'ai énoncées précédemment, on va prouver que 0, l'élément neutre de appartient à f, et on va regrouper les deux dernières propriétés, la stabilité par addition et la stabilité par multiplication externe, en fait en une seule, qu'on va appeler la stabilité par combinaison linéaire. Et donc je vais introduire dans la suite ce que va être une combinaison linéaire. Donc pour l'instant, ici, je vais écrire la proposition qu'on va utiliser en pratique pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel. Donc soit E un K-espace vectoriel, soit F inclus dans E. Alors, F est un sous-espace vectoriel de grand E si et seulement si l'élément neutre de E appartient à F. Et deuxième propriété,
je vais regrouper à la fois la stabilité par addition et par multiplication externe, quel que soit x et y dans f, quel que soit lambda et mu scalaire, lambda x plus mu y appartient à f. Alors pourquoi ça c'est équivalent à être un sous-espace vectoriel de E? On a dit, donc je vais faire la preuve à l'oral, le si et seulement si, là, il faut prouver les deux sens. Je commence par ce sens-là. Si f est un sous-espace vectoriel de E, il est non vide, et on a vu que s'il était non vide et stable par multiplication externe, il contenait forcément 0. Donc ça a déjà été vu. Ensuite, si je prends deux éléments x et y qui sont dans f, et deux scalaires lambda et mu, comme on a la stabilité par multiplication externe, lambda mu appartient encore à mu y appartient encore à f, et comme on a la stabilité par multiplication externe, lambda x appartient aussi à f. Donc là j'ai deux éléments de f que j'additionne, et donc par stabilité par addition, tout ça appartient encore à f. Ce qui nous donne le sens direct. Et inversement, si jamais ces deux propriétés-là sont vraies, alors f est non vide, vu qu'il contient 0. Et en plus, si ça c'est vrai pour tous les lambda et les mu, il suffit de prendre lambda égale mu égale à 1, et ça nous donne la stabilité par addition. Si ça c'est vrai, quelles que soient les valeurs de x, y, lambda et mu, si je prends par exemple y égale à 0, j'obtiens, quel que soit x appartenant à f et quel que soit lambda appartenant à k, lambda x appartient à f et j'ai la stabilité par multiplication externe. Donc ça, c'est évidemment équivalent à la définition précédente et vous pouvez l'encadrer en gros. En pratique, c'est ce qu'on va utiliser pour montrer que quelque chose est un sous-espace vectoriel. Donc tout de suite, on va donner des exemples. Alors, le premier exemple, je vais reprendre l'exemple avec E, l'ensemble des matrices carrées, et F, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de taille n. Montrons que ceci est un sous-espace vectoriel. Et donc cette méthode-là est une méthode très importante qu'on va faire plusieurs fois et qui est à connaître. Donc montrons que grand F est un sous-espace vectoriel de E égale Mn de K. Pour montrer ça, donc on a dit petit 1. Quel est déjà, il faut se poser la question, quel est l'élément neutre de l'ensemble des matrices? L'élément neutre dans l'ensemble des matrices, l'élément neutre pour l'addition, c'est la matrice nulle. Est-ce que la matrice nulle, donc, est une matrice triangulaire supérieure? Oui, donc on va l'écrire. La matrice nulle est bien une matrice triangulaire supérieure. Et petit 2, on veut montrer la stabilité, ce qu'on appelle la stabilité par combinaison linéaire pour grand F, à savoir, je dois montrer que quel que soit x, y dans F et quel que soit lambda et mu scalaire, lambda x plus mu y appartient à F. Donc comme je dois montrer quelque chose qui commence par un pour tout, en pratique on commencera toujours par cette rédaction-là, soit donc x et y, deux éléments de F. Comme ici ce sont des matrices, au lieu de les appeler x et y, je vais les appeler par exemple grand A et grand B. Deux matrices triangulaires supérieures. Et lambda et mu de scalaire. Alors,
les matrices A et B, si elles sont triangulaires supérieures, ça veut dire que sous la diagonale, il n'y a que des zéros. Et donc la matrice lambda A plus mu B, eh bien, sous sa diagonale, il n'y a que des zéros également. On peut éventuellement le rédiger en détail, si on veut, en parlant des coefficients, les coefficients qui vont être sous la diagonale. Pour les matrices, c'est les coefficients tels que, donc, ici, j'ai les indices de colonne et là, j'ai les indices de ligne. Donc, les indices qui sont sous la diagonale, c'est ceux tels que I est strictement plus grand que J. Donc, si A et B sont deux matrices triangulaires supérieures, ça veut dire que AIJ égale 0 lorsque I est strictement plus grand que J. Et où AIJ, c'est le coefficient d'indice IJ de la matrice grand A. Et pareil, pour la matrice B, on a ça. Et du coup, la matrice lambda A plus mu B, son coefficient d'indice IJ, ça va être lambda AIJ plus mu BIJ. Et donc, si I est strictement plus grand que J, ce sera 0 parce que ce sera lambda fois 0 plus mu fois 0. Donc on pourrait le rédiger. Là, je vais écrire, je vais, on va dire, prouver à l'oral. Je vais écrire directement le résultat. Alors, la matrice lambda A plus mu B est encore une matrice triangulaire supérieure. Donc, là, je viens de montrer que lambda A plus mu B appartient à ce qu'on avait appelé grand F. D'où la stabilité par combinaison linéaire. Et donc, F égale l'ensemble des matrices triangulaires supérieures est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des matrices carrées. Voilà, premier exemple. On va faire un deuxième exemple. Donc ça, c'était l'exemple 1. On va dire exemple 2. Donc, je vais me placer cette fois-ci dans grand E égale R3. On va prendre R3 et je vais poser pour grand F. Ça, c'est un exemple classique que vous risquez fort de retrouver en exercice de colle, par exemple, avec des valeurs numériques différentes éventuellement. Je vais poser grand F, l'ensemble des vecteurs de grand E, l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel que, qui vérifie une certaine propriété, qui vérifie par exemple 2x moins y égale 0. Voilà. Donc je prends l'ensemble des éléments de f qui vérifient la propriété 2x moins y égale 0. Autrement dit, le y qui est là, il est égal à 2x. Donc en fait, je vais avoir tous les vecteurs de la forme x, 2x, z. Et la question, c'est comme d'habitude, est-ce que ceci est un sous-espace vectoriel de R3? Est-ce que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel de R3? Déjà, si je prends le vecteur nul, 0, 0, 0, est-ce qu'il vérifie bien 2 fois 0 moins 0 égale 0? Est-ce qu'il est bien de cette forme-là? Oui, avec x et z égale 0, ça marche. Donc, l'élément neutre de R3 appartient bien à F. Ensuite, est-ce que grand F est stable par combinaison linéaire?
Autrement dit, si je prends deux éléments de grand F, donc vous imaginez un vecteur comme ça et puis un autre vecteur comme ça, par exemple x', 2x', z', si je les additionne, est-ce que ça reste un élément de grand F? Donc vous imaginez, si j'additionne ici les deux, j'additionne en fait coordonnée par coordonnée, et la coordonnée qui se trouve là, si je mets 2 en facteur, ce sera 2 fois la coordonnée du dessus, donc ça va marcher encore. Et si je prends un élément de f, donc ça c'était la stabilité par addition, et si je prends un élément de f et que je le multiplie par une constante lambda, ça revient à multiplier chacun des coefficients par lambda, et donc c'est lambda x, 2 fois lambda x, lambda z, donc la deuxième coordonnée c'est encore 2 fois la première. Donc ça marche, grand F est un sous-espace vectoriel de R3. Alors on va le rédiger. Montrons. Déjà, le vecteur nul, petit 1, vérifie, je remplace dans l'équation qui est là, 2 fois 0 moins 0, ça fait bien 0, donc 0 indice E appartient à R. Deuxième point, je commence toujours la rédaction de la même façon, donc je vais prendre, alors ce serait pas une bonne idée de les appeler x et y, vu que là j'ai appelé x, y, z. Donc je vais changer mes notations, soit je les appelle grand X et grand Y, les éléments de grand F, ou soit je les appelle A et B, je vais les appeler A et B par exemple. Soit A et B, deux éléments de F, soit A et B, deux éléments de F, et lambda et mu de scalaires. Alors ici on est dans R3, donc les scalaires ça va être ici des réels. Donc soit et B, deux éléments de F et lambda et mu de scalaires. Alors le petit a c'est un vecteur de R3, il faut que je traduise le fait qu'il appartient à F. Donc je vais appeler X, Y et Z les coordonnées de A. Peut-être je peux écrire, on écrit A égale X, Y, Z, ou du coup vu que c'est un élément de F, il doit vérifier 2x moins y égale à 0, et on fait pareil pour B, et B égale, alors je ne peux pas prendre x, y, z, donc je vais prendre par exemple x', y', z', avec 2x' moins y' qui est égal à 0. Et maintenant, donc j'ai introduit toutes mes notations, il faut que je vérifie que le vecteur lambda a plus mu b, est-ce que c'est un élément de f? Donc déjà, le vecteur lambda a plus mu b, je vais écrire ses coordonnées. Lambda a plus mu b, c'est un vecteur, donc c'est lambda fois x, y, z. C'est lambda fois x, y, z, plus mu fois x', y', z'. Lambda fois ça, ça veut dire que je multiplie chaque coefficient par lambda. Donc en fait, ici, c'est la même chose que lambda x, lambda y, lambda z. Et là, je fais pareil, avec un mu devant. Et j'additionne les deux. Pour additionner, j'additionne coordonnée par coordonnée. Donc en fait, au final, ici, il me reste lambda x plus mu x' pour la première coordonnée, lambda y plus mu y' pour la deuxième coordonnée, et lambda z plus mu z' pour la troisième coordonnée. Et il faut vérifier que cet élément-là est dans grand F. Donc il faut calculer 2 fois la première coordonnée moins
la deuxième coordonnée. Ça, il faut bien comprendre ce que c'est que grand F. Grand F, c'est l'ensemble des vecteurs qui vérifie le tel que, c'est qui vérifie la propriété 2 fois la première coordonnée moins la deuxième coordonnée est égale à 0. Par exemple, des exemples d'éléments de grand F, ce serait par exemple 2, non, on va mettre 1 par exemple, 1, moins 2 et 4, non pardon, 1, 2, 1, 2, 4, ou 1, 2, 0, ou même 1, 2, ou n'importe quoi. Moins 1, moins 2, 4, moins 1, moins 2, 0, etc. On a aussi 2, 4, 0, etc. La coordonnée ici, le y, il doit être égal à 2 fois la première coordonnée qui se trouve là. Donc, pour vérifier si ce vecteur-là est dans grand F, on calcule 2 fois la première coordonnée, 2 fois lambda x plus mu x', moins la deuxième coordonnée, lambda y plus mu y'. Et là, je vais utiliser le fait que j'ai cette propriété-là et cette propriété-là, parce que A et B sont dans grand F. Donc ça, je vais la réécrire comme lambda 2x moins y, j'ai mis le lambda qui était là en facteur, plus mu, facteur de 2x' moins y'. Et cette quantité-là, elle vaut 0 par la propriété là, car A est dans F. Et celle-ci, elle vaut 0 aussi, car B est dans F. Donc le tout vaut 0. Donc, lambda A plus mu B est dans F. Voilà, donc j'ai bien montré, conclusion, grand F est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, pour rappel, grand F, c'était l'ensemble des x, y, z de R3, tel que 2x moins y égale à 0. Il s'agit de quoi dans R3? Ça, si vous cherchez à le représenter géométriquement, vous savez de quoi il s'agit géométriquement. Ça, c'est l'équation d'un plan de vecteur normal 2, moins 1, 0. Donc, un plan dans R3, c'est un exemple de sous-espace vectoriel. Et ça, donc, là, ici, on l'a montré dans un exemple, mais en fait, si j'avais n'importe quel AX plus BY plus CZ égale à 0 où A, B, C sont des constantes, ça aurait marché exactement de la même façon, et donc on peut montrer que n'importe quel plan de R2, n'importe quel plan est un sous-espace vectoriel de R3. On y reviendra, on le reverra dans la suite. Pour l'instant, quand on découvre les sous-espaces vectoriels, c'est assez classique de vous donner un exemple comme ça, avec l'équation d'un plan, et de vous demander de montrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel en utilisant la définition de sous-espace vectoriel. Un autre exemple, là on parle des plans vectoriels, un autre exemple, ça peut être aussi une droite vectorielle dans R3. Donc, exemple 3, je garde toujours ici E égale à R3, et je vais poser mon tronc que je vais l'appeler grand G cette fois-ci. L'ensemble des vecteurs de la forme lambda moins lambda de lambda, par exemple, où lambda est un réel,
est un sous-espace vectoriel de grand E. Alors, je parlais des droites, justement. Ça, c'est... peut-être je peux continuer à noter, j'aurais pu le noter comme ça, mais je vais continuer à le noter pour que vous voyez bien. Lambda moins lambda 2 lambda. Je vais continuer à le noter comme ça, verticalement. Ça, donc, c'est lambda fois le vecteur 1, moins 1, 2. Donc, en fait, c'est tous les vecteurs qui sont collinéaires au vecteur 1, moins 1, 2. Donc, c'est la droite vectorielle dirigée par le vecteur 1, moins 1, 2. Et ça, on va montrer que c'est aussi un sous-espace vectoriel de grand E. Et en fait, on peut le faire aussi de façon plus générale avec n'importe quel coefficient. Ici, à la place de 1, moins 1 et 2, on peut le faire aussi avec 2, 4, 6 ou ce que vous voulez, A, B, C quelconque. Ça va marcher aussi et c'est aussi un exercice classique. Donc, on va montrer que G est un sous-espace vectoriel de E. Comment on fait? Première étape, montrer que l'élément neutre de mon ensemble, donc ici le vecteur nul, est bien un élément de G. Si je prends lambda égale à 0, le vecteur nul s'écrit bien sous la forme 0 fois 1 moins 1, 2. Donc, premier point, on a le vecteur nul qui s'écrit comme 0, moins 0, 2 fois 0. Je prends lambda égale à 0. Donc, c'est un élément de G. Deuxième point, soit, donc, là je peux les appeler x et y, deux éléments de G, et par contre, il ne faut peut-être pas que je prenne lambda et mu pour les scalaires. Donc, je vais les appeler par exemple alpha et bêta pour les scalaires. Donc, vu que x et y sont des éléments de G, je commence, de façon générale, je commence toujours par traduire ce que ça veut dire ici. Le fait que x et y soient dans G, ça veut dire que x s'écrit sous la forme il existe, je pourrais mettre il existe, comme x appartient à G, il existe un lambda réel tel que x égale lambda moins lambda de lambda, où lambda appartient à R. Et je vais faire pareil pour le y, je vais l'écrire mu moins mu de mu, où mu appartient à R. Et donc, je dois vérifier que le vecteur alpha x plus bêta y est encore dans G. Donc, on a alpha x plus bêta y, c'est alpha fois le vecteur lambda moins lambda de lambda, plus bêta fois le vecteur mu moins mu de mu. Vous avez intérêt à connaître vos lettres grecques, ici. Donc, on a ça, égale, si je mets tout sous forme d'un seul vecteur, donc je multiplie chaque coordonnée ici par alpha, et puis j'additionne l'appareil par bêta, et j'additionne les deux. Donc la première coordonnée, ça va me faire alpha lambda plus bêta mu. La deuxième coordonnée, alpha fois moins lambda plus bêta fois moins mu. Et la dernière coordonnée, alpha fois 2 lambda plus bêta fois 2 mu. Et ça, il faut l'écrire comme une constante, l'opposé de cette constante et 2 fois cette constante. Donc la constante, vous remarquez qu'ici, ça va être alpha lambda plus bêta mu. La deuxième ligne, c'est moins alpha lambda plus bêta mu. Et la dernière ligne, c'est 2 fois alpha lambda plus bêta mu. Donc, le vecteur qui est là, c'est la constante alpha lambda plus bêta mu fois le vecteur 1 moins 1, 2. Donc, ce vecteur-là est bien collinaire au vecteur 1 moins 1, 2. C'est bien un élément de G.
peut mettre en dessous, donc appartient à G. Donc, G est un sous-espace vectoriel de R3. Voilà, des exemples de sous-espaces vectoriels. Alors, pourquoi est-ce que ces sous-espaces vectoriels-là nous intéressent? Pourquoi est-ce que la notion de sous-espace vectoriel nous intéresse autant? Ça permet de montrer, à peu de frais, qu'un ensemble est lui-même un K-espace vectoriel. Parce qu'en fait, si j'ai la stabilité par addition et la stabilité par multiplication externe, cet ensemble-là, il est muni d'une addition qui va de G croix G dans G, et on reste dans G par stabilité par l'addition. Il est muni d'une multiplication externe qui va de K croix G dans G, et on reste bien dans G par stabilité par multiplication externe. Et addition et multiplication externe vérifient les propriétés du K-espace vectoriel grand E. Donc grand G est lui-même un K-espace vectoriel. Donc en fait, tous les sous-espaces vectoriels qu'on vient de voir là sont eux-mêmes des K-espaces vectoriels. Et en pratique, quand on va vous demander montrer que tel ensemble est un K-espace vectoriel, et bien en fait en pratique, vous n'allez pas remontrer toutes les propriétés de l'addition, de la multiplication externe, etc. En pratique, vous allez souvent chercher un espace vectoriel connu qui contient l'ensemble dont vous voulez montrer que c'est un espace vectoriel, et vous allez montrer que cet ensemble est un sous-espace vectoriel de ce gros ensemble, de ce gros K-espace vectoriel connu. Donc on va faire un autre exemple tout de suite. Donc on va déjà écrire le théorème. Donc théorème, soit E un K-espace vectoriel, soit F un sous-ensemble de E, si F est un sous-espace vectoriel de grand E, alors F plus point est un K espace vectoriel. Et ici, ça, ce sont les lois addition et multiplication externe de grand E. On peut dire que les lois plus et point ici, de grand E, induisent des lois sur F qui font que F est lui-même un K-espace vectoriel. Voilà. Et donc, application de ça. Montrer que l'ensemble des fonctions continues de R dans R, par exemple, est un R, ici, espace vectoriel. Donc, ici, j'ai l'ensemble des fonctions continues de R dans R. Est-ce que cet ensemble ne serait pas un sous-espace vectoriel d'un R espace vectoriel bien connu? On a vu précédemment dans le cours que l'ensemble des fonctions de R dans R était un R espace vectoriel. Donc je vais utiliser ça. Je vais prendre comme gros espace vectoriel l'ensemble des fonctions de R dans R. Ça, c'est dans le cours, c'était une des propositions du cours, donc j'ai le droit de l'utiliser. J'ai le droit d'utiliser le fait que l'ensemble des fonctions de R dans R est un espace vectoriel, un K-espace vectoriel, sans avoir à le remontrer. Et maintenant, il me suffit de montrer que l'ensemble des fonctions continues de R dans R est un sous-espace vectoriel de cet ensemble.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est montrons que cet ensemble-là, f égale l'ensemble des fonctions continues, est un sous-espace vectoriel du R espace vectoriel des fonctions de R dans R. Alors, pour montrer ça comme précédemment, est-ce que l'élément neutre de E appartient à F? Alors déjà, quel est l'élément neutre de grand E? Ici, on est dans l'ensemble des fonctions. Donc l'élément neutre de grand E, c'est la fonction constante égale à 0. Est-ce que la fonction constante égale à 0 est continue? Oui. Donc, petit 1, la fonction constante égale à 0 est continue. Donc, cela prouve que l'élément neutre de E appartient à F. Premier point. Deuxième point, la stabilité par ce qu'on a appelé combinaison linéaire. Autrement dit, stabilité par addition et multiplication externe. Si je prends deux éléments de F, deux fonctions continues, et que je les additionne, est-ce que ça reste une fonction continue? Oui. On ne va pas le reprouver ici, on n'a pas besoin de reprouver ce genre de propriétés, elles sont dans le cours, donc j'ai le droit de les utiliser. C'est des propositions du cours que j'ai le droit d'utiliser. Sauf si c'est demandé explicitement, remontrer que ça, mais là, c'est pas l'objet. Donc je vais utiliser le fait que la somme de deux fonctions continues reste une fonction continue. Et aussi, si j'ai une fonction continue et que je la multiplie par un réel, donc imaginons que j'ai une fonction f continue, je considère la fonction lambda f, bah, ça reste encore une fonction continue. Donc, on a bien la stabilité par addition et multiplication externe. Donc, on a bien que cet ensemble est un sous-espace vectoriel. Maintenant, il ne reste plus qu'à le rédiger. Donc, pour le rédiger, on prend, alors, je vais les appeler petit f et petit g, vu qu'ici, il s'agit de fonctions. Deux éléments de grand F et lambda et mu de scalaire. Alors, lambda f plus mu g est continu car f et g le sont, par hypothèse. Donc lambda f plus mu g est encore un élément de f. Alors ici je ne l'ai pas écrit, mais c'était évident, si f et g sont des fonctions de R dans R, lambda f plus mu g, ben, c'est encore une fonction de R dans R et qui est continue. Conclusion du coup, donc f, d'après 1 et 2, f est un sous-espace vectoriel de grand E, du R espace vectoriel grand E, donc c'est lui-même un R espace vectoriel. Voilà. On verra d'autres exemples en TD. Ensuite, j'ai parlé un petit peu rapidement de combinaison linéaire. Maintenant, sans définir exactement ce que c'est, maintenant, paragraphe suivant, donc sous-paragraphe, on avait petit a sous-espace vectoriel. Je ne sais plus d'ailleurs si je l'ai écrit. Si ce n'est pas le cas, rajoutez-le. Petit a sous-espace vectoriel. Et maintenant, petit b, paragraphe assez rapide, combinaison linéaire. Donc, si j'ai deux éléments x et y dans E ou dans F, enfin dans un ensemble, lambda x plus mu y, où lambda et mu sont des constantes, est ce qu'on appelle une combinaison linéaire des éléments x et y. Et maintenant, plus généralement, si là c'était avec deux vecteurs, si j'ai x1, x2, etc. jusqu'à xn, n vecteurs d'un ensemble grand E,
d'un K espace vectoriel grand E, une combinaison linéaire des vecteurs x1, x2, xn, c'est quelque chose de la forme lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus plus lambda n xn, où lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n sont des scalaires, c'est-à-dire des éléments de K. Donc, définition. Soit E un K espace vectoriel, soit petit n un entier naturel non nul, et x1, x2 jusqu'à xn des vecteurs de E. Une combinaison linéaire des vecteurs x1 jusqu'à xn est un vecteur de la forme je vais l'écrire avec une somme du coup, somme pour i allant de 1 à n des lambda i xi, où tous les lambda i sont des scalaires, où lambda 1 jusqu'à lambda n sont des éléments de K. Et on dit qu'un vecteur x est combinaison linéaire des vecteurs x1, xn s'il peut s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire s'il existe des scalaires lambda 1, lambda n, tels que x égale somme des lambda i, xi. Donc, soit x un élément de E, on dit que le vecteur x est combinaison linéaire des vecteurs x1, xn, s'il existe des scalaires lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'à lambda n, tels que x égale somme des lambda i xi. Voilà, et exemple. On a déjà vu, en fait, la notion de combinaison linéaire, je l'ai déjà utilisée dans le cours. À quel moment est-ce que vous vous souvenez? Au moment des matrices, on avait vu que n'importe quelle matrice de MNP de K s'écrivait comme combinaison linéaire des matrices canoniques. Donc, rappel, toute matrice M appartenant à M égale, je vais la réécrire avec des coefficients, M égale MIJ, appartenant à MNP de K, s'écrit comme combinaison linéaire, ou est combinaison linéaire, des matrices canoniques. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a appelé les matrices canoniques?
c'était les matrices E, I, J, avec I compris entre 1 et N et J compris entre 1 et P. Et EIJ, c'est la matrice avec que des zéros. Donc c'est une matrice de taille NP avec que des zéros et un 1 en position IJ. Donc ligne I, colonne J. Voilà. Et ce résultat-là, on l'a déjà vu, en effet, on a grand M qui est égal à la somme sur I et J. Donc c'est une somme double en fait. Des MIJ grand E IJ. Et ça, c'est une combinaison linéaire des EIJ. Voilà. Ce qui termine donc ce paragraphe. Prochain paragraphe, ce sera les opérations sur les sous-espaces vectoriels.